Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, je vous retrouve pour une petite vidéo Mercato, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors comme vous le savez, le Mercato, c'est le retour des vidéos de présentation des joueurs qui peut-être ou vont signer à l'OL. Alors là en l'occurrence, c'est un petit peu un cas particulier puisqu'on parle d'un certain Brésilien, un certain joueur qui fait parler de lui beaucoup au Brésil récemment à Botafogo et dans la structure multiclub Eagle qui concerne directement l'Olympique Lyonnais, un certain Luis Enrique, le joueur, le pion essentiel de Botafogo durant leur saison brillante, je rappelle, vainqueur du Brasileiro et vainqueur, comme vous l'avez suivi, en finale contre l'Atlético Mineiro de la Copa Libertadores. Donc franchement, un profil intéressant, mais un deal, un transfert qui se dessine et qui me paraît un petit peu assez intriguant. Et j'ai beaucoup de mal, je ne vous le cache pas, à me prononcer sur le sujet. Donc on va en parler ensemble, il y a beaucoup à dire, format assez court, environ 10-15 minutes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, pensez toujours, c'est très important pour la chaîne et pour m'aider à en faire encore plus pour vous. Pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à partager, activer la cloche. Et 5e point, vous abonner, je compte sur vous. Cap sur, ce serait bien, on va dire, les 5000 abonnés d'ici la fin de saison. Ce serait vachement cool pour fêter ensemble les 1 an et demi de la chaîne vers mai-juin 2025. Alors, c'est parti. On commence par le premier thème de la vidéo, récapitulatif sur la situation. Est-ce que vraiment le Brésilien Luis Enrique peut signer à l'Olympique Lyonnais ? Je remonte un petit peu le fil du temps et on fait un flashback, un retour en arrière vers janvier 2024, il y a maintenant 1 an tout pile. Et à l'époque, je me rappelle qu'un certain Fabrizio Romano, le journaliste très célèbre transalpin italien, qui avait annoncé sur Twitter, sur maintenant X, que le joueur allait signer du Real Betis vers Botafogo et qu'il passerait par la case Olympique Lyonnais. Il était un des premiers à clairement l'annoncer. Je pense qu'il était au courant du deal qu'allait prendre, la forme qu'allait prendre le deal entre Botafogo, Enrique et l'OL. Donc là on y est, on est maintenant le 1er janvier, 1 an plus tard, et il se trouve que selon la presse brésilienne, le joueur a dans son contrat une option pour faire un détour, un aller direct vers l'OL, et donc passer par la case Europe, ce que le joueur aurait envie de faire si on se fie aux déclarations indiscrètes de ses proches dans la presse brésilienne, notamment auprès de Globo, qui est l'un des grands médias très puissants au Brésil pour le foot. Alors c'est pas étonnant, c'est un mécanisme qui est maintenant très connu dans la structure multiclubiste Eagle. On sait que les joueurs, les talents que repère Eagle sont amenés à grandir à Botafogo, et dans leur contrat, il y a une ligne, un paragraphe qui stipule que s'ils en ont envie, ils peuvent faire un détour par la case Olympique Lyonnais. Almada devrait prendre ce chemin-là, je l'espère vraiment, c'est un très bon joueur. Il se trouve que Luis Enrique suscite l'intérêt de beaucoup de clubs européens, y compris en Italie toujours, étrangement, et notamment de la Fiorentina, qui serait très très intéressé par le joueur et qui serait prêt à mettre aux environs des 20-25 millions, mais pas assez, pas du tout assez pour convaincre Botafogo et John Textor de céder le joueur à ce tarif-là. On rappelle que le club brésilien espère le vendre pour un peu plus de 30-35 millions d'euros. Ce qui me fait croire que, mon point de vue est simple sur la question, on sait que la structure Eagle a besoin de cash, il faut du cash pour notamment passer tranquillement à la DNCG d'ici le 30 juin 2024, et j'ai beaucoup de mal, je vous l'avais dit en vidéo précédemment, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on fasse une croix sur 30-35 millions pour le joueur. Ça me paraît beaucoup. Il a fait une très belle saison à Botafogo, il a brillé aux yeux du continent, il a réveillé les radars européens, la Fiorentina, Everton et d'autres que j'oublie. Si ces clubs-là posent 30-35 millions sur lui, est-ce que Textor prendra le risque, parce qu'il y a un vrai risque, de le faire jouer par la case Olympique Lyonnais, quitte à ce qu'il perde de la valeur? À mon sens, pari extrêmement risqué. Je pense franchement, les amis, qu'on est en plein dans une affaire de dupe, un petit poker menteur, dans lequel Textor temporise en disant « Oui, mais moi, je voudrais bien qu'il continue un petit peu à Botafogo faire la Coupe du Monde des clubs. » Mais en même temps, si un club européen pose 30-35 millions sur la table pour le joueur, il peut partir. Je pense qu'on est un petit peu là-dedans, et la carte Olympique Lyonnais,
sert à une chose, c'est faire grimper les enchères. Mais, il y a un monde, il y a une chance peut-être sur 5, sur 4, que le joueur joue chez nous, et donc la vidéo me paraissait intéressante pour vous en parler et vous dire au final qui est donc Luis Enrique. Alors, dans le profil du joueur, venons-y. Joueur qui a maintenant 23 ans, qui en aura 24 d'ici un mois, donc ce n'est pas un gamin. On n'a pas affaire à un jeune joueur qui a déjà évolué en Europe au Real Betis, comme je vous l'ai dit, en Liga Espagnola, formé à Fluminense. Bon, un parcours de joueur somme toute assez classique, on va dire. Un parcours qui n'est pas inintéressant, mais il faut aussi en parler. Le passage qu'il a eu au Real Betis, c'est un passage assez mitigé. Je me rappelle très bien, j'ai de bons souvenirs, puisqu'il y a maintenant un an, l'OL lorgnait avec beaucoup d'insistance sur quelques joueurs du Betis, dont Abner, qui maintenant est chez nous, qui est un très bon pote d'Enrique, il faut aussi le dire pour l'information. Et on lorgnait aussi à l'époque un certain Guido Rodriguez qui depuis a signé à West Ham en Première Ligue. Et à l'époque, j'avais suivi avec beaucoup d'insistance ce que valaient les 3 joueurs dans les rangs du Real Betis de Mauricio Pellegrini. Et il y avait un peu de tout en fait. Et j'ai un très bon souvenir de Luis Enrique, un joueur que j'avais trouvé pas inintéressant, alors pas tout le temps titulaire, c'est vrai, il faut aussi le dire, mais pas inintéressant, ce profil de joueur qui pouvait faire une différence quasiment à tout moment, mais qui manquait de régularité. Et vous verrez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En fin de vidéo, je vous ai justement gardé des avis d'experts du joueur qui l'ont bien connu, dont des avis de supporters du Real Betis et de Botafogo. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super intéressant pour vous, je pense, les gones. Alors, point de vue technique sur le joueur. Je n'ai pas vu tous les matchs au Brésil, ce serait un grand mensonge de ma part. J'en ai vu, je dirais peut-être 5 ou 6 au total entre le début de saison et la fin de saison palpitante de Botafogo. J'en ai vu 5 ou 6. J'ai vu en sélection sur les 6 matchs qu'il a joué, j'en ai vu 2 ou 3, dont un dans mon souvenir, 2 même contre l'Angleterre et l'Espagne vers novembre-octobre de l'année passée. Et j'ai donc un point de vue qui n'est pas exhaustif, qui n'est pas parfait, évidemment. Pour moi, on ne peut pas connaître un joueur pleinement si on n'a pas vu au moins 10 matchs. Je pense qu'au total, je l'ai vu 10 matchs, mais pas sur la continuité. Donc j'ai un point de vue qui est le mien, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est purement subjectif, et donc il me fallait, en fin de vidéo, des avis d'experts sur la question. De ce que j'ai vu, profil vraiment intéressant. On est sur un profil de joueur de côté, ailier droit plutôt de préférence, qui parfois peut aussi jouer à gauche, mais qui est un gaucher quasiment exclusif, en tout cas de grande préférence. Et on a affaire à un profil qui est, je trouve, très très atypique. C'est ni un profil de meneur excentré qui peut contribuer au jeu et être ce meneur, ce guide technique dans le cœur du jeu qui se réaxe. C'est pas un Cherki, pour faire simple. Et ce n'est pas non plus un profil de débordement pur et dur qui prend la ligne et qui pilonne tout le long du match. Il n'a pas, je dirais, l'explosivité, la tonicité, le dynamisme des ailiers très très forts en Europe tels qu'on a connus comme Mariano Robben ou Franck Ribéry. C'est pas ce profil-là. Il est plus lourd sur les appuis, je dirais les 5 premiers mètres, il est plus lourd, moins punchy, moins explosif, mais par contre, sur une longue distance, c'est un joueur que je trouve relativement véloce et qui fait de vraies différences à la course. Pour moi, c'est l'un des points qui doit amener à une petite nuance, une petite critique sur le profil du joueur dont je parlerai juste après. C'est un joueur qui aime bien partir du côté droit, rentrer dans l'axe, être fort pour enrouler, trouver une bonne ligne de passe qui fait une différence, qui casse une ligne là-dessus très très bien. À Botafogo, saison plutôt complète avec 50 matchs, 11 buts je crois et 5 ou 6 passes D, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas des stats de fou, mais ça reste un bon bilan pour le joueur. Et moi surtout ce qui m'interpelle dans son profil, c'est qu'on a vraiment un profil de joueur qui est un profil de démolition, c'est Demolition Man, quoi. C'est un destructeur. Ça n'est pas un puncher, comme je vous l'ai dit, mais un profil de destructeur. Parce qu'il a un gabarit assez important, 1m83 dans mon souvenir, puissant. Il est vraiment puissant, très tanké sur les cuisses. On sent qu'on a affaire à un profil de joueur qui peut faire des différences en one-one, mais pas sur l'explosivité, mais plus sur le jeu de corps, la feinte de corps, la puissance. Là, ok, c'est très intéressant. En fait, de ce que moi j'ai vu sur les quelques matchs, la quasi-dizaine de matchs que j'ai vu de lui, c'est un profil qui est à mi-chemin, c'est hybride. Il n'est pas assez finisseur, c'est un des défauts d'ailleurs pour être un bon numéro 9, 9,5, mais il n'est pas non plus assez créateur, passeur pour être un numéro 10. Et il aime bien le 1 contre 1. Donc au final, c'est un profil délié,
mais pas de débordement, un profil d'ailier de demi-espace qui va se réinsérer dans le cœur du jeu et qui peut, sur une saison, mettre ses 5-10 buts parce qu'il a une qualité pour sentir les coups et il aime bien se projeter, se réaxer dans le cœur du jeu. Profil vraiment intéressant qui diffère à bien des égards de Cherki, de ce qu'on a à l'OL, Cherki ou Nuama, c'est très 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 différent, même s'il y a ce côté gaucher qui rentre dans l'axe qu'on retrouve notamment chez Nuama, mais vraiment un profil intéressant et techniquement plutôt fiable. Alors c'est pas... Là encore, c'est pas la grande finesse des gauchers qu'on a connus en Europe sur les 15-20 ans qui sont écoulés. On n'a pas affaire à un Robben, par exemple, on n'a pas affaire à ce profil de joueur très très fin qui peut dans les tout petits espaces faire de vraies différences. C'est un peu différent, mais par contre, dans l'impact sur un match entier, il va pilonner encore et encore, et il y a bien sur 4-5 tentatives, une qui, par son physique, fera une différence, parce qu'il est vraiment assez puissant. C'est un joueur, c'est un mélange de plusieurs profils, en fait. Il a la puissance que peut avoir, alors un peu moins quand même, mais ce profil un peu à la Hulk, des joueurs qui sont très costauds, tankés sur les appuis. Il a cette patte gauche pour enrouler, comme beaucoup d'ailiers droits-gauchers. Je dirais qu'en Europe, c'est une version upgradée physiquement d'un Skovholsen. Skovholsen, ceux qui aiment bien la Jupiler Pro League, c'est un joueur qui n'est pas hyper dynamique, c'est pas un puncher, mais c'est un joueur qui part de la droite et qui se réinsère pour finir à la passe ou à la frappe. Et lui, il a ça, mais en version beaucoup plus physique, quoi. Donc un bon profil de joueur que j'aime bien, mais qui suppose quelques limites que j'ai aussi repérées et dont je voulais vous faire part en vidéo, parmi lesquelles, pour moi, il y a une limite qui est assez importante, c'est son manque sur les premiers appuis, son manque de dynamisme, il n'est pas assez explosif. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'une de ses principales limites, qui me font croire qu'en France, en Ligue 1, dans une ligue, un championnat qui est extrêmement verrouillé parfois, qui est très très physique, où on le sait, nos centraux en France, nos latéraux en France vont très très vite. Vous prenez tous les clubs de Ligue 1, ou quasiment, c'est beaucoup de joueurs qui sont très toniques, puissants, qui vont vite, qui font mal. Donc la dimension physique en Ligue 1, elle va largement s'estomper, s'atténuer. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On l'a vu. Jefinho était plutôt dominant quand il était à Botafogo. En Ligue 1, c'est peanuts, parce que physiquement, tu passes de 1, 2, 3 crans. Et en termes d'intensité, là encore, pour moi, je mets un petit drapeau orange. Je ne critique pas le championnat brésilien, pas du tout. Il y a de la qualité, c'est pas la question. J'ai vu de belles choses à Botafogo, mais néanmoins, sur ces matchs qu'il a joués en Amérique du Sud, dans les duels, c'est âpre, c'est vrai, mais par contre, c'est beaucoup moins intense. Ça va moins vite, et tu as beaucoup plus le temps de lever les yeux, prendre l'information et jouer ton jeu. C'est quand même plus simple. Et je veux le voir dans un contexte européen où il aura moins d'espace et où il pourra moins faire la différence sur l'aspect physique, parce qu'il a de belles cuisses et qu'il peut aller vite sur 20-30 mètres. Je pense qu'en Ligue 1, ce sera moins facile pour lui, et on l'a vu en Espagne. En Espagne, quand il était au Real Betis, il a pu faire de vraies différences, mais balle au pied, par séquence, c'était moins facile parce que ça va plus vite. Et ça, je veux le voir en Europe pour être sûr de mon avis sur le joueur. En fait, j'ai un point de vue qui est contrasté, profil super intéressant, là n'est pas la question, mais, parce qu'il y a un mais, je pense que ses défauts, il y en a quelques-uns évidemment, peuvent être problématiques en France. Et je pense qu'on touche peut-être à ses limites en termes de profil de joueur. Alors maintenant, si on fait un petit détour par la data, je fais référence à un super document publié par mon ami de Datascout que je salue. Super boulot, encore une fois très complet, très précis. Vraiment, je recommande la page sur X, Datascout, et leur chaîne YouTube qui porte le même nom, Datascout, donc Data plus loin Scout, S-C-O-U-T. Et vous avez un graphique qui, pour moi, est très très symptomatique du profil de Luis Enrique, profil qui est intense, physique, qui met des buts, c'est vrai, qui contribue aussi au repli défensif. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, point positif. Et si on prend quelques stats fortes, quelques stats clés, par exemple les dribbles par passe reçue, il est dans le top 9
top 9% des joueurs qui font de vraies différences une fois qu'il a reçu une passe. Donc en fait, son style est simple, c'est je prends la balle, je me démarque, je reçois un ballon, et dans la foulée, je dribble, je tente un truc en 1 contre 1. Je suis fort dans le 1 contre 1. Ça, c'est vraiment le profil d'Henrique. Et encore quelques stats un petit peu autres pour vous compléter le panorama. Les actions offensives par passe reçue, là encore, top 13%. Donc c'est vraiment un profil élite. Dès qu'il a la balle, dans le camp adverse, il fait de vraies différences, quoi, et très très fréquemment. Proportion de touches dans la surface adverse, là encore très élevée, c'est le top 13. Pour vraiment schématiser, quand il a le ballon, c'est dans le camp adverse très très haut, et il peut, sur des courses progressives, faire de vraies différences. C'est un joueur de 1 contre 1 qui va aller pilonner durant tout le long du match son homologue défensif. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un joueur qui a confiance, qui a retrouvé confiance en ses capacités, parce que le joueur que j'ai vu en D1 brésilienne est très différent de celui que j'ai vu notamment en Liga Espagnola au Real Betis. C'est donc la preuve que le joueur a été bon dans le contexte brésilien, après l'avoir été moins bon, après avoir été décevant dans le contexte espagnol. C'est aussi la preuve que le foot, c'est avant tout une question de contexte. Tu peux être bon quelque part, moins bon ailleurs. Tout dépend du contexte. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Il n'y a que des joueurs qui sont adaptés plus ou moins à un contexte. Et en l'occurrence, au Brésil, ça l'a fait. Et je pense qu'en Europe, sur le papier, il a des qualités qui peuvent lui permettre de réussir en termes footballistiques. Alors typiquement, à l'OL, si on imagine une compo un petit peu fictive de ce qu'il pourrait apporter dans notre Olympique Lyonnais, j'imagine bien, vous savez, moi je suis un partisan du 4-2-3-1 qui assume clairement le déséquilibre, et j'imagine bien ce 4-2-3-1 avec un pivot double Matic-Tolisso, on l'a vu, ça a marché en Europa League, à gauche Fofana, dans le cœur du jeu, Cherki par exemple, ou Almada pour suppléer par moment, à droite, Henrique, dans ce rôle de joueur qui va pilonner, qui va se réaxer sur le gauche, frapper, tenter, stater, marquer, et surtout qui va laisser l'espace à Maitland Niles, qui, on le sait, dans le dispositif de Pierre Sage, aime beaucoup se projeter, être un petit peu un rôle hybride de joueur mi-latéral, mi-piston, mi-relayeur. Ce serait pour moi un très bon match entre les deux profils qui peuvent bien coller ensemble, et en pointe, Georges Mikotadze. Pour moi, ce 4-2-3-1 là, honnêtement, vous me le direz en commentaire les amis, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule, ce serait bien de voir ça à l'OL. Maintenant, voilà, je dirais que si on devait estimer en probabilité, en chance de réussite ce succès à l'OL, je dirais que les chances de le voir à l'OL sont d'environ peut-être 30%, 35%. Voilà, je suis relativement sceptique. Je pense qu'on a affaire à un poker menteur, qu'il y a une chance, il y a un monde dans lequel il peut jouer à l'OL, mais je pense qu'en priorité, il est amené à partir dans un club qui paiera les 30-35 millions voulus par John Textor. Et pour finir, comme vous le savez aussi, comme je n'ai pas un avis complet sur le joueur, j'aime bien avoir l'opinion, le point de vue d'experts, de ceux qui l'ont vu durant toute une saison, sur même plusieurs matchs, sur plusieurs saisons. C'est pour moi très important et c'est un gage de qualité pour vous dire, pour vous donner un rendu le plus fiable possible sur ce que vaut le joueur, en l'occurrence Luis Henrique. En numéro 1, mon ami Pedro, que je salue, Pedro, qui tient la page Twitter et la chaîne YouTube Glorious Botafogo. C'est un ami, quelqu'un de super gentil, très sympa, qui est tout le temps dispo pour me dire Mika, pas de soucis, voici ce que je pense du joueur. Enfin, bref, abonnez-vous à son contenu, c'est quelqu'un de grande qualité, très sympathique, qui relaye bien, qui explique bien le quotidien de son club, qui est donc Botafogo. En numéro 2, la vie de Botafogo France, qui est aussi une page francophone qui parle très bien du club brésilien. Et en numéro 3, parce que j'y tenais vraiment, la vie de quelqu'un qui l'a connu avant Botafogo, dans un contexte européen. En l'occurrence, c'est Fabrice qui tient la page Twitter Real Betis France. Donc vous voyez, 3 avis d'experts qui l'ont vu bien plus que moi, et j'imagine que vous aussi, et qui auront un avis complet sur le joueur. Et on commence donc par l'avis de mon ami Pedro de Glorious Botafogo, qui a un point de vue très complet sur ce que vaut Henrique. Je vous transmets les quelques éléments qu'il m'a fournis sur le joueur. Tout d'abord, je lui ai dit, question 1, dis-moi ton point de vue sur le joueur, sa saison réalisée au Brésil. Et il m'a dit, la saison de Luis Henrique était plutôt parfaite. C'est difficile d'avoir une parfaite saison, mais ça en fut une. Il a gagné plusieurs
titres individuels, plusieurs fois homme du match. Roi d'Amérique, c'est le titre honorifique décerné par la presse sud-américaine. Et il a été décisif durant la finale de Coupe Libertadores. Il est potentiellement entré dans le Hall of Fame du club de Botafogo, ce qui quand même n'est pas rien. Alors je vous ai épargné mon anglais qui n'est pas terrible du tout. Question 2, je traduis encore ce qu'a dit Pedro, je lui ai dit, dis-moi quelles sont ses principales qualités selon toi et ses principaux défauts. Il m'a dit, Luis est très fort en 1 contre 1, il peut prendre n'importe quel adversaire en 1 contre 1 et le mettre en défaut en dribblant et par sa vitesse. Jusque-là, pas de surprise, on a bien le portrait du joueur que j'ai établi juste avant. Il est un grand joueur par la taille, avec un gabarit assez large, donc sa vitesse peut être un petit peu décevante. Là encore un point qui reprend ce que j'ai plus ou moins expliqué tout à l'heure, à savoir qu'il n'est pas très explosif, mais sur de grandes distances, là oui c'est un peu mieux. Alors je poursuis ce que dit Pedro, il aime jouer à droite et exploiter son pied gauche, ce qui est pour lui une façon de prendre des positions de tir avec son pied gauche. Il a une très bonne lecture des transitions offensives. Luis Enrique a commencé l'année avec une très faible conscience défensive, donc pas un appétit très fort pour les replis défensifs. Parfois, il aime un peu trop dribbler. Il a perdu le ballon un paquet de fois cette saison, alors que s'il avait fait la passe, il aurait pu créer une vraie chance pour l'équipe. À la place de ça, au lieu de ça, il a perdu le ballon et nous avons encaissé un but. Voilà, c'est ce qui arrive souvent avec Luis Enrique, profil de joueur très, alors c'est le terme qui est très joueur, quoi, qui aime bien le 1 contre 1, là encore, pas de surprise. Et enfin, question 3 et 4, je lui ai dit, Pedro, tout d'abord, dis-moi, selon toi, ton point de vue, est-ce qu'il va rejoindre l'OL? Et il m'a dit, je pense que Enrique va quitter le club, je pense qu'il partira de Botafogo, même si Textor essaie de le convaincre de rester jusqu'à juillet prochain et la Coupe du Monde des clubs. Il n'est pas nécessairement sur la voie de l'OL pour nous rejoindre donc s'il quitte Botafogo. Si Textor reçoit une offre d'environ 35-40 millions d'euros, il le vendra au plus offrant. Donc là-dessus, je rejoins assez fortement mon pote Pedro. Et pour finir, je te dis, Pedro, dis-moi, selon toi, comment est-il, à quel niveau le vois-tu, quel potentiel lui vois-tu, et comment est-il considéré au Brésil comme un bon joueur, un grand talent, un top player, dis-moi tout. Et il m'a répondu, Luis est considéré comme un top player au Brésil. Il a gagné sa place en équipe nationale, il a été le meilleur joueur du tournoi et le meilleur joueur du continent, donc pour la Copa Libertadores, et il a surtout un futur brillant s'il poursuit sur cette voie. Voilà donc ce que m'a dit mon ami Pedro de la page Glorious Botafogo, le compte Twitter et le compte aussi YouTube qu'il faut follow parce qu'il le mérite bien, et je le remercie encore pour cet avis très construit et très précis qui, je pense, complétera bien ce que j'ai dit juste avant. Deuxième point de vue qui là encore est, je trouve, super intéressant, ça vient de JB sur Twitter, donc JB que je salue, que j'embrasse, et JB nous dit sur Botafogo France, globalement ce qui m'a marqué, c'est sa percussion et sa manière d'amener le danger dans la surface. Je l'ai trouvé très régulier une fois qu'il s'est adapté, très peu de fois où il est passé au travers d'un match et surtout bien présent dans les matchs importants. Voilà ce que nous dit JB de Botafogo France, que je salue encore une fois, que je remercie pour son petit témoignage. Et on finit avec l'avis de Real Betis France, Fabrice, que je remercie aussi pour son avis sur le joueur, et qui nous dit « Je garde le souvenir d'un joueur doué techniquement et avec une belle pointe de vitesse. Il a alterné belles performances et performances moyennes au Real Betis. Au Betis, il était plutôt fragile, ce qui a gâché sa progression. Le point fort, c'est un ailier qui est capable de faire de grandes différences en 1 contre 1, avec un pied gauche intéressant, il est très fort techniquement et adore enrhumer les défenseurs, notamment sur des feintes de frappe. Point faible, souvent blessé au Betis, et plutôt nonchalant. Là encore, c'est un point que je trouve assez intéressant, que j'ai aussi remarqué et que j'ai oublié de vous dire juste avant. C'est un joueur qui parfois dans sa gestuelle peut laisser croire qu'il est un petit peu je m'en foutiste nonchalant. Il a un petit côté pâteau, quoi, un peu lourdeau, et ça peut frapper les yeux de ceux qui aiment bien les joueurs plus consistants. Donc il dit plutôt nonchalant sur certains matchs. On a l'impression qu'il choisissait ses matchs et il doit être plus tueur devant le but. Voilà ce que dit Fabrice de Real Betis France, que je remercie encore une fois pour son point de vue très complet sur Luis Enrique. Donc si je résume, pour faire très simple les amis, je pense qu'en termes de probabilité, il y a à peu près 30-35% de chances qu'il vienne chez nous. J'en suis intimement convaincu, la priorité absolue d'Eagle.
Et John Textor, c'est une vente très très chère du joueur, pour des raisons que vous connaissez maintenant, des impératifs de cash pour la structure multi-club. Maintenant, en termes d'intérêt du joueur, pour nous, l'apport sportif du joueur, je dirais. Pour moi, c'est un bon profil, intéressant, qui a quelques limites, mais ça paraît tellement évident, et s'il était parfait, il serait au Real, à City, mais pas chez nous. Voilà, c'est important de le dire aussi. Profil très intéressant et qui peut, je pense, apporter une plus-value technique et surtout physique. Parce qu'on a aussi un petit défaut, il faut le dire, c'est qu'on est une équipe de bons joueurs de foot, mais qui manque par moments un petit peu de verticalité. C'est un peu trop horizontal. Et là, lui, il a ce profil de joueur qui peut faire une grosse différence parce qu'il a la puissance dans les jambes pour aller devant sur de longues distances. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. Maintenant, il y a des limites, comme je vous l'ai dit aussi, des limites qui me paraissent à l'échelle de la Ligue 1 problématiques, drapeau orange, on va dire, des limites de tonicité, d'explosivité, un manque de finition. En tout cas, les gones, janvier sera long, comme je vous l'ai dit. Je pensais qu'on vivrait un mois plus calme avec des départs, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un ou deux mouvements dans le sens des arrivées. Almada, c'est quasiment fait. Enrique, il y a une chance. Voilà, on verra bien d'ici là, mais je reste connecté pour vous suggérer du contenu qui, je pense, vous plaira. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très très vite sur la chaîne pour du contenu à venir. Allez l'OL toujours, évidemment. Ciao, ciao.